So the first is Article 17 of the French Declaration of the Rights of Man and Citizen. Since the right to property is inviolable and sacred, no one may be deprived thereof, unless public necessity, legal ascertained, obviously requires it, and just and prior indemnity has been paid. And then for comparison, we have the American Bill of Rights, the Fifth Amendment. No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, nor be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall private property be taken for public use without just compensation. So in a way, I think what is most fascinating about the French Declaration of the Rights of Man is Le plus fascinant dans la Déclaration française des droits de l'homme, c'est que la propriété y est appelée sacrée. Je voudrais discuter ce sacré, qui clairement n'est pas ici une référence à la notion religieuse de sainteté. Ici, c'est la notion politique, séculière, qui est mise en avant. La propriété est définie comme un droit de l'homme et du citoyen. Ça n'a pas toujours été évident d'en faire un droit humain. Cela s'est joué à peu de choses. Dans la déclaration, la propriété devient sacrée en ce sens qu'elle est inaliénable, qu'on peut en jouir en tant qu'humain et non parce qu'on appartient à la société, ce qui ne serait alors qu'un droit du citoyen. L'été 1789 était un moment très tendu pour la Révolution. Il y avait une famine, des complots, la grande peur que les récoltes ne soient détruites et que la nourriture vienne à manquer. La Révolution devait s'affirmer à la fois face à sa base et face à la contre-révolution. Il fallait quelque chose de plus puissant que les lois. C'est ainsi que s'est imposée l'idée du sacré en lien avec le droit naturel. On ne peut pas le comprendre ce texte, la portée de ce texte, si on oublie le contexte dans lequel il a été voté. Et ce contexte, c'est juillet-août 1789. C'est ce que les historiens ont appelé la Grande Peur, c'est-à-dire des émeutes populaires qui visent les biens et les droits de la noblesse et de la bourgeoisie, mais principalement de la noblesse, et qui crée un émoi, évidemment, dans la nouvelle Assemblée constituante. Et donc, il fallait impérativement reprendre la main et réinstaurer de l'ordre et protéger autant que faire se peut les propriétés. Par conséquent, c'est une certaine noblesse, la partie éclairée de la noblesse qui avait rejoint le tiers-État dans l'Assemblée constituante, qui a voulu sauver l'essentiel de ses prérogatives et de ses biens en faisant proclamer que les propriétés, leurs biens, étaient des droits sacrés auxquels on ne pouvait pas toucher sans les indemniser préalablement. Et l'article 17 redit quelque chose, en fait, puisqu'on a déjà cet énoncé dans un article qui arrive au tout début de la déclaration, qui est l'article 2, dans lequel on indique que les gouvernements sont formés pour garantir aux êtres humains leurs droits naturels, et que ces droits naturels sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Donc on sait déjà que la propriété est un droit inviolable et sacré. Et dans l'article 17, on en rajoute une couche en disant, comme c'est sacré, on ne va pas pouvoir déposséder les gens n'importe comment, et il faut leur donner une juste et préalable indemnité. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on parle d'indemniser la perte de la propriété. Et il y a un problème, parce que si on parle de droit inviolable et sacré, tel qu'il est entendu dans l'article 2, ce n'est pas un droit qui peut être indemnisé. Pourquoi? Parce que la propriété telle qu'elle peut être entendue dans l'article 2 renvoie à autre chose qu'à la seule propriété matérielle.
quand je dis la propriété, c'est pas seulement les biens matériels, ça paraît bien sûr assez curieux parce que on a hérité en fait d'une lecture de la propriété qui n'était pas forcément dominante au XVIIIe siècle, qui n'était même pas du tout, et qui va gagner en hégémonie à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La Révolution française va être un catalyseur qui va pousser tous ces éléments-là où les différentes notions vont entrer en conflit les unes avec les autres. Et il faut attendre véritablement le directoire et le consulat pour que la chose soit fixée dans une idée d'une propriété qui serait les biens matériels. Alors, quelle est l'autre vision? Celle qui dit non, vous vous trompez, ce n'est pas la propriété des biens matériels qui est un droit naturel, c'est autre chose. Eh bien, cette autre vision dit la propriété qui est un droit naturel, c'est la propriété des choses qui me permettent de vivre, c'est la propriété de ma liberté, c'est la propriété de mes droits. Donc ce ne sont pas que des choses matérielles, les choses qui me permettent de vivre, mais c'est également tout ce qui m'appartient en propre et qui fait que je suis un être qui est autonome, indépendant et qui est garanti dans son être en quelque sorte. En 1690, dans le second traité du gouvernement civil, le philosophe anglais John Locke justifie la propriété par la propriété de l'individu sur lui-même et par son travail. Selon Locke, la propriété serait donc un droit naturel. C'est à partir du XVIIe que John Locke fait cette opération incroyable d'essayer de remettre la propriété privée au sommet et d'en faire un droit naturel. Donc un droit qui ne serait pas, disons, lié à des circonstances historiques contingentes et donc négociables et donc révisables, mais un droit naturel donc qui appartiendrait à quelque chose qui relève de l'essence de la nature humaine. Voilà. Ce qui n'a jamais été fait précédemment. Locke's theory of property is La théorie lockienne de la propriété est une théorie du travail. I till the soil. Je laboure le sol, je travaille la terre, je plante des arbres, and my labor gets mixed with that. et mon travail se mélange avec ce que je fais. And therefore, I should get the reward for my labor. Donc le sol, la terre deviennent ma propriété. The soil, the ground becomes my property. This is the justification that property. La justification de la propriété, Because I work on it, c'est mon travail, because I put le my fruit de mes effort, efforts. my labor, Et ainsi, j'acquiers and des droits therefore, exclusifs I sur cette should propriété. have an exclusive right to it. And so Locke is the prime theorist of property as a human right that Locke est le premier théoricien de la propriété considérée comme droit humain, avant même que la société existe, au contraire de Hobbes et Rousseau, pour qui la propriété était instituée avec l'établissement de la société. Locke pense que les humains ont la propriété d'eux-mêmes et pour lui, tout découle de ce principe fondamental. Donc John Locke fait ça essentiellement dans son second traité du gouvernement. Et les révolutionnaires, au fond, reprennent ça, parce qu'entre le XVIIe et le XVIIIe, ces idées se répandent sur toute l'Europe, de l'Angleterre jusqu'au continent. Reprennent ça et en font, au fond, à mon avis, le troisième pilier du grand projet de civilisation qui s'inaugure au XVIIIe, qu'on appelle les Lumières, pour aller vite, et qui repose sur trois grands axiomes, de mon point de vue, qui sont d'un côté la désacralisation du pouvoir, c'est-à-dire en France on coupe la tête du roi, ce qui est une manière de signifier que c'est plus le corps du roi qui symbolise et unifie à lui tout seul la souveraineté du peuple, de la nation, de la monarchie, comme on veut l'appeler, et ce qui signifie entre autres que le trône du pouvoir, le lieu du pouvoir est vide. Deuxième grand axiome, disons, du projet ou de l'utopie des Lumières, ou de l'Aufklärung en Allemagne, c'est l'état de droit. Donc ça, chez nous, c'est Montesquieu, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs et l'édiction de la loi par l'État. Ça, c'est quelque chose qui met tout le monde en principe d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une égalité de tous devant la loi. Et puis, troisième axiome, la propriété privée. C'est ça la grande invention quand même des révolutionnaires du XVIIIe, qui étaient des bourgeois, en fait, fondamentalement, qui est, on espère, en tout cas on fait le pari, que la propriété privée va apporter la chair sociale au squelette juridique que met en place le deuxième axiome, qui est l'état de droit. Voilà. Et donc c'est ça, c'est cette extraordinaire opération extrêmement ambiguë de construction d'un régime, disons d'une utopie politique
démocratique fondamentalement, mais qui espère que la propriété privée va apporter, disons, un contenu à cette situation extrêmement inconfortable dans laquelle on se place dès lors qu'on a coupé la tête du roi. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'hétéronomie extérieure qui va nous dire ce qu'on doit faire et penser et vivre ensemble, mais ça nous met dans un inconfort fondamental, c'est-à-dire qu'il faut tout renégocier en permanence. Tout est soumis à discussion, potentiellement, et au fond, ça, c'est, quand on y réfléchit une seconde, c'est vertigineux. En fait, c'est un régime de liberté. Mais la liberté, ça fait peur. Et donc la propriété privée vient à ce moment-là rassurer un certain nombre d'entre nous pour dire, mais voilà, vous allez voir, ça va bien se passer. Il existe une longue tradition qui considère la propriété comme un droit naturel. John Locke, par exemple, explique qu'on a une propriété sur soi-même et de fait un droit naturel sur tous les fruits de son propre travail. Cela peut s'inscrire par exemple dans une perspective religieuse, mais on ne voit pas la rationalité de cette construction. La propriété en tant que droit naturel est tout au plus une absurdité métaphysique. Il me semble que Locke, ici, commet une erreur en confondant possession et propriété. Et après lui, beaucoup d'auteurs ont confondu les deux. Parce que pour manger mon fruit, pour me nourrir, je n'ai pas besoin de la propriété. Il suffit que je m'en saisisse. La possession réelle, la détention, la saisine du fruit suffit pour que je me nourrisse. Robinson, sur son île, n'a pas besoin du droit de propriété pour se nourrir, pêcher et construire sa cabane. Il a besoin de se saisir du poisson, des arbres, d'outils pour construire. C'est de la possession, tout ça. Le droit de propriété, c'est autre chose. Je pense que le droit de propriété, c'est une relation entre des personnes à propos des choses. S'il n'y a pas plusieurs personnes, on n'a pas besoin du droit de propriété. Le droit de propriété, c'est ce qui fait que des individus sont en société et que l'on puisse répartir entre eux des prérogatives et des devoirs s'agissant de la jouissance et de la disposition des choses. La conception française du droit de propriété vient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, conception reprise plus tard dans le Code civil. La tradition anglo-saxonne est tout autre. So in the American Bill of Rights, property is not part of the Dans la Déclaration des droits américaine, la propriété n'est pas mentionnée comme un droit humain. Il y a bien sûr des droits sur la propriété, mais ce ne sont pas des droits inaliénables. On aurait pu penser que la société américaine sanctifierait la propriété, mais ce n'est pas le cas. Il y a un profond paradoxe dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis. C'était une société esclavagiste avec des colons qui s'appropriaient les terres des populations autochtones. Or, dans l'idée de la loi naturelle, on ne pouvait nier que les indigènes étaient des êtres humains, des peuples premiers protégés par le droit naturel. Cela créait un problème pratique. Comment sacraliser la propriété dans la Constitution et déposséder des êtres humains de leurs biens ? C'est pour cela qu'au contraire du droit français, la propriété n'est pas sacralisée dans le droit américain. In the United Kingdom, we don't actually have a constitutional provision. Le Royaume-Uni n'a pas de règles constitutionnelles protégeant la propriété, simplement parce qu'à l'origine, il y a le système de common law. And Britain, and that is England and Scotland, doesn't have a constitution. L'Angleterre et l'Écosse n'ont pas de constitution écrite, à la différence des États-Unis, qui ont la constitution la plus ancienne toujours en vigueur, à la différence aussi de la France, de l'Allemagne ou d'autres pays. Ou in France, ou in Germany, ou in other countries.
La Constitution britannique mélange des règles coutumières et des lois qui ne forment pas un ensemble complet pour protéger la propriété. Mais il n'y a aucun doute, la propriété est très fortement protégée en Grande-Bretagne, tellement protégée qu'il n'y a même pas besoin de l'inscrire dans une loi ou dans la Constitution. La common law, le droit anglais, protège la propriété dans tous les cas. Not only the property in relation to physical things, for example land. Elle protège des choses matérielles comme la terre, les choses tangibles, les biens meubles. Movable, tangible things. And it is particularly also intellectual Mais elle property. protège aussi la propriété intellectuelle, qui n'est pas tangible du tout. Really in any C'est way un concept, tangible at all. un It's a concept concept. juridique. It's a legal concept. La propriété privée n'a pas été de tout temps et en tout lieu un concept unanimement reconnu. Il s'est forgé selon des conceptions différentes en fonction des époques et des pays. La propriété a donc une histoire. En gros, l'histoire de la propriété privée, elle est inventée quand même par des juristes romains, sous l'Empire romain. Peut-être, il y a une thèse d'un anthropologue qui s'appelle Orlando Patterson sur ce point, qui dit peut-être, en fait, en transposant dans la relation homme-chose, cette relation très étrange qu'il y a entre un maître et un esclave. Donc la thèse de Patterson, c'est les juristes romains se disent, au fond, on va imaginer quelque chose entre l'homme et la chose, la res, qui est du même type, du même ordre que entre le maître et l'esclave. C'est-à-dire une relation exclusive, où le maître peut dire « je suis le seul à pouvoir exiger telle ou telle chose de mon esclave, et nul autre sur terre n'y est autorisé ». Donc la propriété privée, en fait, c'est un concept d'exclusion. C'est pas du tout un concept qui donnerait des droits, c'est un concept qui exclut tous les autres. Et par exemple, si vous y réfléchissez une seconde, je suis le propriétaire de ma tronçonneuse. En principe, ça devrait vouloir dire je peux faire ce que je veux de ma tronçonneuse et vous n'y êtes pas autorisé, parce que c'est ma tronçonneuse. Et donc, les juristes romains, sous l'Empire, inventent cette idée de la res privata, la chose privée, dont le propriétaire est l'unique détenteur, à l'exclusion de tout autre. Et puis, avec l'effondrement de l'Empire romain, ceci disparaît plus ou moins dans les caves des bibliothèques des monastères. Et c'est ressuscité au XIe siècle à la faveur de la réforme grégorienne et de la reconstruction en fait d'un droit canonique à l'initiative du pape Grégoire VII qui, à l'occasion, invente l'État, qui est l'Église. Le premier État moderne européen, c'est l'Église, qui invente le premier droit moderne européen, c'est le droit canonique. La première classe de fonctionnaires internationaux, ce sont les clercs, et qui restitue ou ressuscite la propriété privée, calquée sur la propriété privée du droit romain. Au XIIe siècle, à Bologne, quand Gratien va fixer le droit canon, il dit, voilà, il y a quelque chose de particulier quand même, c'est que ce qui appartient à l'être humain et ce qui lui permet d'exister doit être mis en avant. Et doit être mis en avant contre les propriétés vulgaires, au sens vulgaire du terme. Et il dit, par exemple, si quelqu'un vole au nom de sa subsistance pour garantir sa vie et qu'il attente donc à la propriété, ce qui va être la règle, c'est pas la défense du propriétaire, ce qui va être la règle, c'est la défense de celui qui veut vivre. Et un argument théologique qui est mobilisé dans le temps long, c'est de dire que comment la vie qui a été donnée par Dieu peut être soumise à la propriété qui est l'œuvre des hommes. On pourrait faire le parallèle avec l'affaire Ménard et le juge Magniot au XIXe siècle, le célèbre bon juge de Château-Thierry, avec l'affaire Ménard, où cette fille mère, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire cette femme qui avait des enfants mais pas de mari, était en charge aussi de sa vieille mère, n'avait pas mangé depuis 48 heures, ni son enfant, et donc elle est allée voler un pain chez son cousin pour se nourrir, et quand les policiers arrivent, le pain était déjà aux 3/4 dévoré par la famille, et elle comparait devant le juge Magniot, le juge de Château-Thierry, qui la relaxe, en disant que dans une société bien organisée
et moderne, il ne devrait pas être possible que des gens meurent de faim. La propriété du propriétaire qui a des champs, des terres et qui fait ce qu'il veut dessus, c'est simplement pas pensable. Ce propriétaire doit connaître une limite. Et cette limite, elle est extrêmement simple. Dit-on du côté gauche, hein, c'est Robespierre qui le dit en particulier, mais d'autres le disent également, cette limite, c'est celle qui s'impose à toute liberté. C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de 1789 qui dit que ma liberté s'arrête en fait où commence celle de l'autre. Et donc un propriétaire ne peut pas faire ce qu'il veut de sa propriété. Il n'est pas libre d'utiliser sa propriété. Il utilise sa propriété jusqu'au moment où il va toucher à la liberté de l'autre. Ça veut dire que si un propriétaire utilise sa propriété et met à mal la liberté de l'autre, par exemple touche à son existence, en spéculant, par exemple sur les prix, en retenant du blé chez lui, en attendant que les prix montent, et une fois que les prix ont monté, le revendre pour faire un profit. La propriété peut être privée, ça ne pose des problèmes à personne, tout le monde pense qu'effectivement chacun peut avoir une propriété, mais ne peut pas avoir un usage liberticide de la propriété. Si on transpose ça aujourd'hui, ça voudrait dire que quelqu'un qui va, par exemple, une entreprise et qui fait des profits et qui licencie pour augmenter son profit est considéré à l'époque comme un assassin. Avec l'arrivée de Napoléon et de l'Empire, cette dimension morale induite dans le droit de propriété va disparaître au profit d'une conception purement matérialiste. Désormais, la propriété sera absolue et le propriétaire souverain. Article 544 du Code civil. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Tout le 19e siècle va vivre là-dessus. Et d'ailleurs, on vit encore là-dessus. C'est-à-dire l'idée que la propriété, c'est très très important, ça ne peut être qu'absolu, ça ne peut être que unitaire, que c'est le premier des droits, que c'est sacré, que tout ce qu'on veut. Toute la littérature du 19e siècle est intarissable sur le sujet. C'est-à-dire, c'est l'âme de la législation, je cite Portalis, c'est le fondement de l'ordre social, c'est ça devient la pierre angulaire de la société qui se met en place. So the French Civil Code speaks of the absolute right of property, and there is some tension here actually between. Le Code civil français parle d'un droit absolu de propriété. Il y a une forme de tension entre le système français et le droit anglo-saxon. Le Code civil est structuré à partir du droit romain sur l'idée de dominium, c'est-à-dire d'un pouvoir supérieur semblable à celui du père sur sa famille, sur l'emploi des ressources familiales. Le dominium est vraiment la forme la plus forte de la propriété. C'est la plus robuste, la plus absolue. C'est ce qui la rend différente des droits d'usage. Pour les théoriciens renouvelés de la propriété, les partisans d'une doctrine renouvelée de la propriété, on trouve à certains endroits, en tout cas dans leurs écrits, cette idée que la propriété vient absorber les choses, que les choses sont absorbées par la propriété. La propriété serait telle, d'une telle ampleur, d'une telle force, tellement absolue qu'elle en viendrait à absorber en elle les choses. On trouve aussi cette image selon laquelle la propriété est tellement omnipotente, tellement forte, tellement absolue, que les choses viennent à se fondre, se dissoudre dans la personne du propriétaire, se confondre avec la personne du propriétaire. Je peux sans trop de difficulté dire que je suis propriétaire souverain de ma cravate. Vous voyez, ma cravate, je peux la détruire, je peux la colorier, je peux la déchirer, tout le monde s'en fiche. Vous voyez, donc si, en regardant ma cravate, on analyse et on généralise une figure du propriétaire souverain, ça peut fonctionner. Mais prenons une voiture, un ordinateur, un immeuble ou une entreprise. Tout d'un coup, ça ne fonctionne plus du tout. D'accord ? On ne voit plus du tout la figure du propriétaire souverain dans le propriétaire d'une voiture, d'une entreprise ou d'un immeuble. Puisque là, les contraintes juridiques sont telles que c'est tout sauf un souverain.
Alors, c'est un propriétaire qui a des prérogatives, mais qui a également des devoirs, et qui doit respecter des limites imposées par l'intérêt général. Alors, on peut dire du droit de propriété, du droit de propriété privée, qu'il prétend être unitaire, exclusif, absolu et prééminent. C'est-à-dire c'est sa prétention. Est-ce qu'il y arrive? Absolument pas. Donc il prétend être unitaire au sens où il prétend désigner un unique propriétaire privé. Il prétend être exclusif, c'est-à-dire qu'il est construit sur l'idée même de l'exclusion de tout autre. Il prétend être absolu, c'est-à-dire que, en tout cas dans la façon dont il est présenté aujourd'hui par des juristes contemporains, ils ont tendance de plus en plus à escamoter complètement la deuxième partie de l'article 17 de la déclaration, c'est-à-dire qu'il est lui-même entouré d'un certain nombre de conditions de possibilités de son exercice, renvoyé dans l'article 17 à la sphère publique et à celui ou celle qui est chargé de décider si elle s'applique. Et puis, j'ai oublié quel est le dernier adjectif, mais prééminent. Oui, ça c'est précisément la tentative post-libérale d'essayer de faire de la privatisation du monde l'utopie de notre société, qui en réalité est une utopie autodestructrice. Man muss sogar sagen, Eigentum kann nur dann demokratisch sein, wenn es nicht. On peut même dire que la propriété n'est démocratique que si elle n'est pas absolue. Démocratie und absolutes La Eigentum démocratie et la propriété absolue sont contradictoires. Absolutes Eigentum würde jegliche Form von La Politik. propriété absolue exclut toute forme de politique. Démocratie lebt aber gerade davon, dass Or, wir la démocratie vit justement de la possibilité de réorganiser, de remettre en question et d'organiser politiquement notre vie commune. Das heißt, Eigentum in einer Demokratie muss wandelbar bleiben. Das spiegelt sich in Artikel 14. Cela se reflète dans l'article 14, paragraphe 1 de la loi fondamentale allemande, qui dit que le contenu et les limites de la propriété sont déterminés par le législateur. Das heißt, der Gesetzgeber entscheidet über den Inhalt, über die Form des Eigentums. Diese Bestimmung Selon la Constitution allemande, cette détermination du contenu de la propriété par le législateur englobe également la fonction sociale de la auch propriété. die soziale Funktion des Eigentums. Artikel 14.2 des deutschen L'article 14, paragraphe 2 de la loi fondamentale allemande dispose que la propriété doit servir au bien-être de la collectivité. Cela souligne sa fonction sociale. soziale Funktion festgeschrieben. Dans son encyclique Fratelli Tutti d'octobre 2020, le pape François souligne la fonction sociale de toute forme de propriété privée. Deux conceptions de la propriété s'opposent. D'un côté, une propriété absolue avec un propriétaire souverain. De l'autre, un droit de propriété qui s'insère dans le jeu des relations sociales. Déjà, au début du XXe siècle, les professeurs Duguy et Josserand le théorisaient. On pensait jusque-là, de manière assez générale, que la propriété était un droit purement individuel, un droit subjectif, que c'était défini comme une liberté du propriétaire. Et là, tout d'un coup, on se met à dire des choses comme ce qui compte, c'est le but que l'on assigne aux biens en question, leur destination, leur affectation. D'ailleurs, au fond, ce que réalise la théorie de la fonction sociale de la propriété, c'est de passer d'une théorie très subjectiviste dans laquelle la propriété est une émanation de la personne à une théorie beaucoup plus objectiviste dans laquelle la propriété est une affectation des biens à un but. So the social function of property is actually a concept. La fonction sociale de la propriété est un concept qui a été développé en France. La propriété n'est pas un droit individuel absolu. C'est une relation entre des gens qui requiert de la solidarité. En Amérique latine, la plupart des constitutions établissent la fonction sociale de la propriété. Cette fonction sociale a été établie en Colombie en 1936 pour que les grands propriétaires terriens
ne gardent pas leurs terres sans les exploiter en attendant qu'elles prennent de la valeur. Ils devaient utiliser leurs terres de façon appropriée parce que s'ils négligeaient la fonction sociale de la propriété, ils pouvaient être expropriés. Mais en 2016, quand il y a eu un accord de paix avec les FARC, il y a eu une réitération de la fonction sociale de la propriété. Une grande partie des élites s'épouvantait. Mais qu'est-ce que c'est que cette fonction sociale? On va nous enlever notre propriété. Beaucoup d'entre nous, moi la première, ont dû leur rappeler que cette fonction sociale figurait dans la Constitution colombienne depuis 1936 et avait déjà été réitérée en 1991. La propriété, universelle dans son concept, mais individuelle dans sa pratique, est multiple. Elle prétend protéger les petits, mais garantit la domination des puissants. Proudhon lui-même oscillait entre définir la propriété comme vol et y voir fondamentalement une liberté. If we look at these two citations, or these two statements by Proudhon, property's theft and property's liberty, on peut comparer ces deux citations de Proudhon, la propriété c'est le vol et la propriété c'est la liberté, sous deux angles différents. D'un côté, on obtient la propriété en prenant quelque chose à quelqu'un d'autre, donc c'est du vol, parce que ce bien n'est pas à vous et vous n'avez pas le droit de l'avoir. D'un autre côté, vous pouvez obtenir de la propriété en travaillant de manière légale, et ainsi obtenir des ressources qui vous permettent de vivre sans dépendre des autres. Dans ce cas, la propriété devient une liberté. Il y a une contradiction entre les deux citations, mais cette contradiction reflète la contradiction qui est dans la nature même du concept de propriété. Je ne pense pas qu'il y ait une définition universelle de la propriété. Chaque société produit sa définition de la propriété au sens où la propriété, c'est la relation d'appartenance entre des personnes relativement aux choses dont elles disposent. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut faire ce qu'on veut de la propriété. On peut avoir une conception collective, socialiste, une conception fonction sociale, c'est-à-dire privée mais avec le souci de l'intérêt général, ou une conception très égoïste comme la propriété souveraine. Voilà, et certainement qu'il y en a plein d'autres. Non, clairement, il y a plusieurs façons d'envisager la propriété. Par exemple, en Afrique, la propriété est intimement liée à une communauté. On n'est pas tout seul propriétaire des choses. Moi, j'ai hérité de certaines terres de mon père, mais je suis obligé de renégocier avec toute la famille paternelle l'usage de ces terres. Et je suis d'autant plus obligé de le faire qu'autour de moi, ce sont les cousins, les cousines, les frères et les sœurs qui vont aussi utiliser les terres alentour. Et donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois le lien entre l'individu et le collectif, mais en même temps, d'un point de vue intertemporel, c'est ce qu'on pourrait qualifier de droit intertemporel, puisque en Afrique, comme vous le savez, les morts ne sont pas morts. Il y a un fameux poème de Birago Diop qui disait que les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le vent qui frémit. Et ce qui fait que on n'arrête pas au moment de la mort physique
l'idée de la propriété. Et donc, c'est très intéressant de voir finalement l'individu qui appartient au collectif, mais un collectif intertemporel. Et ça rend très riche la répartition justement des biens dans une communauté. Ce n'est pas seulement que la propriété change avec le temps, le concept de propriété n'a pas toujours existé. Pour le montrer, il n'est pas nécessaire d'étudier des rapports anthropologiques sur les nations premières. Selon moi, ces nations n'avaient pas de terme désignant la propriété et résolvaient la question de l'utilisation des biens d'une façon très différente de la nôtre. Dans la société européenne elle-même, à l'époque médiévale, il n'y avait pas de concept abstrait de la propriété. La propriété était enserrée dans des règles. La distinction entre imperium, pouvoir juridique sur les personnes, et dominium, pouvoir juridique sur les choses, n'existait pas dans le droit féodal. I like to speak of property as a use of use. J'aime parler de la propriété comme use of use, comme droit d'usage. Pour moi, l'usage est fondamentalement le cœur de la propriété, bien plus que le pouvoir d'exclure, bien plus que le pouvoir de vendre ou de donner. Dans la common law, la propriété, c'est un droit d'usage, usage qui se réfère à tout ce que l'on peut faire avec des ressources. Travailler, ordonner, cultiver de nouveaux fruits, produire de nouvelles œuvres d'art ou élaborer de nouvelles créations intellectuelles. Tout ça, c'est inclus dans l'usage, ce noyau même de la propriété. Mais le droit est aussi important, c'est un use, un droit d'usage. Une chose est certaine, la manière de théoriser, concevoir, travailler la question de la propriété est très différente de part et d'autre de l'Atlantique, en particulier en France. Et ce n'est pas tellement des questions de common law versus civil law, ce n'est pas trop le sujet. Il s'est passé des choses dans la doctrine juridique américaine tout au cours du XXe siècle, liées à un auteur qui est assez peu connu en France, qui n'est même pas traduit en français, qui s'appelle Hoffeld, qui propose une déconstruction des diverses prérogatives juridiques généralement associées au terme propriété et analyse donc ces droits comme des faisceaux de droits, c'est-à-dire comme dans l'idée de faisceau, il y a l'idée comme d'une gerbe de blé, c'est-à-dire qu'il y a diverses tiges, les Américains utilisent le mot stick d'ailleurs, et qui sont tenus ensemble par le faisceau lui-même. Alors ce qui tient le faisceau, c'est le fait que tous ces droits, tous ces sticks appartiennent à la même personne. L'idée, c'est d'analyser la propriété en la divisant entre ses différentes parties constitutives. La théorie du faisceau de droit en distingue trois. Le droit d'exclure est le plus important, le plus central pour ceux qui se prévalent de cette théorie. Le droit d'utiliser, dont l'étendue peut varier selon les cas, couvre en général le droit d'exploiter, de consommer. Enfin, il y a le droit de vendre, d'acheter, de donner, de recevoir, de léguer, le droit d'aliéner, si vous voulez. Ces droits, exclure, utiliser, aliéner, sont regroupés dans une forme classique de propriété, mais ils peuvent être séparés. Vous pouvez avoir des ressources qui sont inaliénables, ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de les vendre. L'idée, c'est que la propriété ne se définit ni par son contenu, ni par un droit sacré qui conférerait des prérogatives unitaires, etc. Mais chaque propriétaire aurait des prérogatives, un bundle of rights qui différerait selon les situations juridiques. Au fond, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que
dans un conflit entre un bailleur et un locataire, peu importe qui est propriétaire. L'essentiel, c'est de connaître le faisceau de droit qui existe chez le propriétaire et chez le locataire pour voir si tels travaux étaient licites ou pas, etc. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette approche, c'est que ça n'est pas, contrairement à ce qu'on entend parfois en France, une définition alternative de la propriété. Hoffeld ne définit pas la propriété comme un faisceau de droit. C'est une méthode pour penser les situations juridiques, qui, précisément, fait l'économie d'une définition de la propriété. Et on s'en fout de savoir ce que c'est que la propriété. Aux États-Unis, dans les années 60, les économistes de l'école de Chicago s'emparent du faisceau de droit pour redéfinir la propriété et en faire la base même de l'économie de marché. En 2022, le champ d'application de la propriété n'a jamais été aussi étendu. Au nom de sa force dynamique sur l'innovation et la croissance, la propriété est considérée comme le moteur du progrès et de la prospérité. Au cours de l'histoire, on a proposé un certain nombre de justifications concernant la propriété, notamment la propriété privée. Certaines d'entre elles sont très célèbres dans les universités, dans les discussions de philosophie politique, comme la théorie du droit naturel chez Rousseau ou chez Locke, ou encore la philosophie politique de John Rawls et d'autres réflexions abstraites de cette nature. Toutes ces théories sont intéressantes. C'est amusant d'en discuter, mais c'est très technique, très complexe. Les gens ne sont pas forcément d'accord sur les conditions requises pour que la propriété existe à l'état de nature. L'argument que je trouve le plus convaincant, c'est que la propriété privée est mieux que toute autre alternative. Quelqu'un trouvera peut-être une autre façon de gérer les ressources dans le futur, mais aujourd'hui, nous savons que les alternatives les plus utilisées dans l'histoire, le féodalisme et le communisme, peuvent fonctionner dans des petites communautés, mais ne marchent pas à grande échelle. La propriété privée réussit donc mieux que ses concurrentes dans les sociétés assez grandes pour gérer globalement leurs ressources. Privateigentum ist notwendige Voraussetzung für Marktwirtschaft. La propriété privée est une condition nécessaire à l'économie de marché. Historischen Entwicklung haben sich Marktwirtschaften als Et l'économie de marché est un des moteurs particulièrement puissants de la propriété. Insofern kann man sagen, dass Eigentum notwendig für La propriété est nécessaire à une forte croissance économique. Eigentum ermöglicht die Konstruktion von Kapital. Die rechtliche La propriété permet la construction de capital. Von Zuordnungen von Gegenständen, qu'il s'agisse de choses, de biens immobiliers, de positions financières. Finanzpositionen ermöglicht erst, dass sie als zukünftiges Kapital. Dans sa logique fondamentale, Kapital, le capitalisme vise à l'augmentation constante de ses ressources. Die auf eine Vermehrung von Kapital aus ist in ihrer Grundlogik. Erzeugen mindestens zwei zentrale Probleme. Cela génère au moins deux problèmes dans nos sociétés actuelles. Einerseits das Anthropozän, die Grenzen. D'une part, l'Anthropocène, les limites de notre planète qui seront dépassées si nous continuons ainsi. Andererseits eine enorme. D'autre part, cela crée d'énormes inégalités. Das hat etwa der Ökonom Thomas Piketty deutlich gezeigt. Comme Thomas Piketty l'a montré, le capital laissé à lui-même augmente et s'accumule sans cesse parce que les revenus du capital se reproduisent plus rapidement que ce que le travail peut engendrer. Immer schneller reproduzieren als Arbeit Ertrag erwirtschaften kann. It is conventional wisdom that without secure. C'est une sagesse conventionnelle. Sans des droits de propriété sûrs et stables,
pas d'investissement et donc pas de croissance. Sans croissance économique, impossible d'améliorer les conditions de vie des habitants d'un pays, des membres d'une société. Je pense que cette vision du rôle de la propriété dans la croissance économique est inexacte et incomplète. Parce que la croissance économique implique du changement. Et dans ce cas, même si la croissance économique est rapide, il y aura des perdants. Il y aura des gagnants, mais aussi des perdants. Pour favoriser ce type de changement, il faut détruire des droits de propriété, pas les préserver. Le cas le plus ancien, le plus connu, ce sont les enclosures en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse. Des paysans qui avaient le droit d'utiliser les prés communaux ont perdu ce droit au profit du seigneur, du propriétaire légal de la terre, pour qu'il puisse exploiter la terre de manière plus intensive. Ayant perdu ce droit de propriété, ces paysans ont été forcés de s'exiler dans des villes. C'est une des choses qui a permis le début de l'industrialisation de l'Angleterre. Au regard de l'histoire, c'est une bonne chose. Mais pour ces paysans, ça a été une tragédie. Leurs droits de propriété ont été détruits au nom de la croissance économique. En 1755, 65 ans après Locke, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau écrit « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables. Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. L'accumulation extrême de propriété est très violente parce qu'on exclut des gens d'un mode de vie décent. Dans le passé, mais aussi dans le monde contemporain, la propriété implique donc de la violence. Mais je m'oppose fortement à des généralisations, parce que bien sûr, il y a des circonstances où la propriété n'implique pas de violence. Property rights are acquired in some way. Les droits de propriété s'acquièrent de plusieurs façons. De façon amicale, vous travaillez et vous les obtenez parce que vous le méritez. C'est ce que John Locke propose. Mais souvent, les droits de propriété émergent via l'occupation, via la violence, à travers les guerres. La propriété et la violence sont quelque part indissociables dans la mesure où l'économiste que je suis raisonne en termes de rareté. Voilà. La rareté est le principe même de l'économie. Et ce que je possède, l'autre ne peut pas le posséder. Et c'est pour ça qu'il y a cette violence qui est là, qui peut être effective, mais qui peut être latente à partir du moment où il y a propriété. Quand vous jouissez d'une exclusivité, vous laissez les autres en dehors, ce qui peut conduire à la violence. Quand un système juridique encadre la propriété privée, ce genre de violence est censé être écarté parce que les tribunaux vont intervenir pour éviter toute brutalité physique.
Bien entendu, en matière de droit international, en cas de guerre ou de colonialisme, c'est la violence qui impose certains droits sur la terre, sur les gens, l'esclavage, sur les ressources naturelles. There is a wonderful American Supreme Court case from 1823. That is the first case. Il y a un merveilleux cas de la Cour suprême américaine de 1823. In this case, the question is whether Native Americans. Cette affaire pose une question. Les Amérindiens peuvent-ils conserver leurs droits de propriété sur leurs terres? So we had these two groups of real estate. Il y avait deux groupes de spéculateurs fonciers qui réclamaient les terres des Pianquechos. Had belonged to the Piankeshaw. So the question was, did the Piankeshaw have the right to sell it? Donc la question posée à la Cour suprême était, les Pianquechos avaient-ils le droit de vendre? Is one of the most important. Le droit de vendre est une des parties fondamentales du droit de propriété. So the Supreme Court of the United States, which at that time the chief Pour le justice président de la Cour suprême des États-Unis, John Marshall, c'était clair. Marshall says, conquest gives a title. La conquête, juge-t-il, donne un titre que les tribunaux des conquérants ne peuvent dénier. Cannot deny. And therefore, he said, if the US government Et donc, selon ces termes, si le gouvernement américain dit que les Pianquechos n'ont pas le pouvoir de vendre leurs terres, they do not have the power to sell. ils ne l'ont pas, Under our, en vertu de notre système juridique. now he had Il explicitly avait ajouté de façon explicite, said, this is unjust. c'est injuste. But Mais la conquête donne un titre que les cours de justice du conquérant ne peuvent dénier. that the courts of the conqueror cannot. Et ça, c'est de la violence. And that's based on violence. Le droit de propriété s'applique aux choses matérielles. Mais pouvons-nous considérer notre corps comme une chose? Sommes-nous propriétaires de notre corps? Pouvons-nous vendre nos organes comme de simples objets? Si nous sommes propriétaires de notre corps, pouvons-nous être propriétaires du corps d'un autre? L'esclavage serait-il l'expression la plus haute du droit de propriété?